Je veux juste sentir ce que c'est que la vie avec un autre homme. Si ça ne me plaît pas, je reviendrai, dit-elle. Après ces mots, ma femme a tout perdu. J'étais en train de couper une pomme quand elle l'a dit. Aucun tremblement dans sa voix. Aucune hésitation, juste une simple phrase lancée dans notre cuisine ensoleillée comme si de rien n'était. Je crois que je veux faire l'expérience de la vie avec quelqu'un d'autre. Raphaël, ma femme depuis 7 ans, la femme qui avait l'habitude de tracer des cercles paresseux sur mon dos pendant que nous regardions des séries policières en rafale et que nous rions de notre peur mutuelle des escalators. J'ai levé les yeux de la planche à découper, non pas parce que je ne l'avais pas bien entendu, mais parce que je voulais la voir le répéter avec le même calme impassible. Et elle l'a fait. Elle se tenait là, pieds nus dans ce sweatshirt de la Sorbonne délavé que je lui avais acheté 2 Noëls auparavant, faisant tourner les clés de sa Peugeot comme si elle parlait d'une retraite de yoga. Il s'appelle Bastien, ajouta-t-elle. Il est spontané, passionné. Il me fait me sentir vivante. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Lancer la pomme à travers la pièce, lui demander si elle se souvenait qui avait payé pour la rénovation de la cuisine dans laquelle elle se tenait, ou lui rappeler que Bastien avait une fois renversé un verre de rosé sur notre album de mariage lors d'un barbecue et ne s'était même pas excusé. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement essuyé le jus de la lame, posé délicatement le couteau et les regardé fixement. Une guerre silencieuse couvait en moi. Une lente ébullition qui n'est pas montée à la surface. Pas encore. D'accord, dis-je finalement, en gardant ma voix égale. Si c'est ce dont tu as besoin. Elle cligna des yeux, surprise. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait répétée. Elle était prête pour un feu d'artifice. Pour que je m'effondre, que je crie, que je claque quelque chose de dramatique contre la crédence. Mais je ne lui ai pas donné la dignité d'une crise de nerfs. Tu n'es pas en colère, demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules, déçu. Bien sûr, blessé, mais en colère? Non, tu as fait un choix. Je ferai le mien. Elle changea de poids, soudainement incertaine. Je vais préparer quelques affaires, marmonna-t-elle. J'ai hoché la tête, puis j'ai ajouté une dernière chose. Doux, presque gentil. Vas-y. Je t'attendrai. Cela l'arrêta net. Son sac en bandoulière sur l'épaule. Elle se retourna, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu, tout comme elle ne méritait pas d'entendre le plan qui se formait dans le silence entre mes côtes. Elle eut un sourire narquois, comme si elle pensait avoir gagné quelque chose. Et puis elle est partie. Je ne l'ai pas poursuivie. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas verrouillé la porte derrière elle. Au lieu de cela, je me suis assis seul à la table de la cuisine que nous avions conçue ensemble. Le soleil de fin de matinée se déversait sur le plancher de chêne. Cela aurait dû être une journée paisible. Mais la paix a un son différent quand elle résonne dans une maison vide. Je m'appelle Étienne. Je suis un analyste de système de 38 ans. Le genre de gars qui code par couleur son placard et vérifie les serrures 2 fois chaque soir. Mon monde était construit sur la logique, l'ordre, la fiabilité. Raphaël était le chaos que j'avais laissé entrer parce qu'elle me faisait me sentir vivant. Maintenant, elle était partie, et je n'allais pas la supplier de revenir. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le calme qu'elle avait laissé derrière elle était l'endroit où je réfléchis le mieux. Ceci n'est pas une histoire de chagrin d'amour. C'est une histoire de précision, de patience, et de la façon dont parfois la vengeance la plus aiguisée est celle qui ne crie pas. Elle attend simplement. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance prenait votre calme pour un abandon? Restez dans les parages car Raphaël est sur le point d'apprendre exactement à quoi ressemble le silence quand il a des dents. Cela faisait 3 jours que Raphaël était parti, mais son parfum persistait encore dans le couloir. Une invitée indésirable qui refusait de partir. Je n'ai pas pu dormir la première nuit. Mon cerveau n'arrêtait pas de rejouer notre dernière conversation comme une cassette cassée. Mais la deuxième nuit, la douleur s'était atténuée. Pas disparue, juste organisée en quelque chose de gérable. Ce matin-là, je suis entré dans mon bureau à domicile avec une tasse de café noir frais et une résolution que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'espace avait l'air identique, l'imprimante bourdonnait doucement, les photos de famille étaient toujours épinglées sur le tableau de liège, sa photo de remise de diplôme nichée dans le cadre à côté de la mienne. Je ne l'ai pas enlevée.
Pas encore. Marc est arrivé vers 10 heures. Il n'a pas frappé, il est juste entré comme il le faisait à la fac, arborant ce sourire en coin et une boîte de croissants comme une offrande de paix pour une guerre que je n'avais pas déclarée. Marc est le genre d'ami qui ne demande jamais toute l'histoire. Il se présente simplement quand le fardeau devient lourd. C'est aussi le seul à qui j'ai jamais parlé des textos nocturnes de Raphaël qui ne semblaient pas amicaux. Il a posé la boîte sur mon bureau. « Tu as mangé quelque chose aujourd'hui ?» J'ai haussé les épaules. Une demi-banane. Donc non. Il s'est affalé sur la deuxième chaise et a commencé à feuilleter les dossiers sur mon étagère sans demander. « Tu vas me dire ce qui s'est passé ?» Elle est partie, dis-je en sirotant mon café. Elle voulait faire l'expérience de la vie avec Bastien. Il a fait une pause. Ce gars de son travail ? Apparemment, il est passionné. Marc a haussé un sourcil. Il porte des chaussettes avec des sandales et dit encore ouais sans ironie. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Ce gars-là, j'ai hoché la tête. Marc s'est penché en arrière et a laissé échapper un long sifflement. Waouh. Et puis il n'a rien dit d'autre. C'était sa magie. Il savait quand parler et quand simplement s'asseoir avec moi dans le silence. Un léger coup a retenti dans le couloir quelques minutes plus tard. Je me suis retourné et elle était là. Julie, la sœur cadette de Marc. Elle tenait un plateau avec 3 tasses et une petite assiette de madeleine. J'ai apporté des renforts, dit-elle avec un sourire qui n'en faisait pas trop. Julie est le genre de personne que l'on ne remarque pas tout de suite. Pas accent grave-l'œil, juste une présence douce comme le bruit de la pluie sur un toit. Elle passait de temps en temps quand Marc avait besoin d'aide avec ses feuilles de calcul immobilières, toujours polie, toujours serviable, toujours partie avant le dessert. Aujourd'hui, cependant, elle s'est attardée. Elle a posé le plateau, m'a tendu une tasse, et ses doigts ont effleuré les miens un instant. Pas de flirt, juste de la chaleur. Ses yeux ont cherché les miens un instant de plus que nécessaire. Désolé d'apprendre pour Raphaël, dit-elle doucement. Merci, murmurai-je, ma voix mal assurée. Nous sommes restés assis un moment, tous les trois, à parler de choses futiles, le marché immobilier, les élections locales, le goût de brûler du café, bien qu'il soit fraîchement moulu. Mais sous cette conversation anodine, quelque chose a changé en moi. Pas de romance, pas encore, juste le soulagement d'être assis dans ma propre maison avec des gens qui n'attendaient pas de moi que je souris, que je joue un rôle ou que je cours après quelqu'un. Raphaël avait l'habitude de remplir une pièce de son énergie. Maintenant qu'elle était partie, la maison avait un rythme différent. Plus lent, plus doux, comme si elle expirait pour la première fois depuis des années. Quand Marc est parti plus tard dans l'après-midi, Julie est restée pour m'aider à trier de vieux papiers juridiques. « Tu as besoin de quelque chose ?» dit-elle avant de partir. « Sérieusement, Étienne, n'hésite pas à demander. » Elle sourit à nouveau, plus discrètement cette fois, puis elle est partie. Je suis resté là un instant, à regarder la porte qu'elle venait de franchir. Raphaël avait l'habitude de la claquer en partant. Julie n'a pas fait un bruit. Le palais de justice se trouvait à seulement 10 minutes de route de chez moi, niché entre un salon de coiffure qui n'avait pas mis à jour son enseigne depuis les années 90 et un pressing tenu par une femme qui me mettait toujours un surplus d'amidon que je n'avais pas demandé. Le centre-ville était calme ce matin-là, de ce calme qui vous fait entendre vos propres pas. Je me suis garé sur le parking arrière, je suis passé devant une rangée de boîtes à journaux de travers et je me suis arrêté juste devant la porte vitrée du cabinet Corbin et Associés. C'était un cabinet modeste, sans salle de conférence moderne et élégante, juste des murs en acajou chaleureux, des diplômes d'université française encadrés et une légère odeur de thé à l'amande poivrée émanant du bureau de la secrétaire. L'homme que je rencontrais semblait avoir vieilli en même temps que les meubles. Les tempes grisonnantes, les manches retroussées, la cravate légèrement desserrée. « Étienne, dit-il en tendant la main. Je suis maître Thomas Corbin. » Il ne souriait pas beaucoup, mais cela me plaisait. Les sourires, d'après mon expérience, cachaient souvent un service médiocre ou de pires conseils. Il est allé droit au but, m'a conduit à son bureau, a fermé doucement la porte et m'a désigné la chaise en face de son bureau. J'ai posé le dossier sur la table, celui contenant les relevés bancaires, le texto que Raphaël m'avait envoyé par erreur, et oui, l'acte de mariage qui ressemblait maintenant à un reçu pour quelque chose que je ne possédais plus. Maître Corbin a parcouru les premières pages, hochant la tête de temps en temps.
Puis il a levé les yeux. Vous n'êtes pas ici pour vous battre, a-t-il dit. Vous êtes ici pour mettre fin à cela tranquillement. C'est l'objectif, ai-je répondu. Pas de drame, pas d'éclat, juste des lignes claires. Il a tapoté doucement les papiers. Vous êtes conscient qu'elle n'a officiellement répondu à aucune condition de séparation? J'ai hoché la tête. Encore mieux, a-t-il dit. Nous déposons la demande, nous notifions par courrier. Et si elle ne conteste pas dans le délai de réponse, ce qu'elle ne fera probablement pas si elle est toujours en voyage, nous passons au jugement par défaut. Combien de temps? Il s'est penché en arrière, réfléchissant. Peut-être 4 semaines. Peut-être 3 si son adresse enregistrée est correcte et qu'aucun courrier n'est retourné. Cela m'a frappé plus durement que prévu. C'était rapide, clinique, et pourtant exactement ce que je voulais. Elle ne le verra pas venir, dis-je à voix basse. Maître Corbin m'a jeté un regard, neutre, mais pas méchant. C'est souvent le but. J'ai quitté le cabinet avec un paquet de paperasse et un léger frisson dans le dos. Le genre de frisson que l'on ressent quand on réalise que quelque chose d'irréversible est en marche. Un train dans lequel on est monté volontairement, mais sur lequel on se sent encore instable. De retour à la maison m'a accueilli avec son silence habituel. Une tasse de café traînait encore dans l'évier du matin. Julie était passée à nouveau pour déposer un prospectus immobilier pour un client, et cette fois, elle était restée pour le thé. J'ai jeté un coup d'œil à la table de la salle à manger. Il y avait une trace de rouge à lèvres sur le bord du verre qu'elle avait utilisé, un rouge profond, pas la teinte de Raphaël. Pendant une seconde, je suis resté là à regarder cette légère marque. La preuve de quelque chose de nouveau, pas romantique, pas encore, mais différent. En haut, dans le tiroir où nous gardions le courrier, j'ai glissé le dossier du tribunal à côté d'une pile d'offres de cartes de crédit non ouvertes adressées à Raphaël. Elle n'avait rien fait suivre. Pas de changement d'adresse, pas même un mot. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto, juste posté une autre photo filtrée la veille au soir. Cette fois depuis une villa avec un balcon et un coucher de soleil qui semblait acheté plutôt que capturé. J'avais arrêté de regarder son fil d'actualité, mais parfois il me retrouvait encore. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Elle ne pensait pas qu'il y aurait de conséquences. Elle pensait que le silence signifiait la reddition, mais le silence entre de bonnes mains n'est qu'une stratégie. Quel poste ces couchers de soleil? Quel bronze? Le temps que les notifications du tribunal lui parviennent, l'horizon sur lequel elle se tient ne sera plus le sien. Je n'avais pas prévu de revoir Julie cette semaine-là. Mais Marc avait d'autres idées. Il m'a appelé ce jeudi matin alors que j'étais à mi-chemin de récurer de vieilles lasagnes d'un plat de cuisson, a dit quelque chose à propos d'aider Julie à mettre en scène une propriété et que tu as les mains libres et rien de mieux à faire. Il n'avait pas tort. L'endroit était une maison de plein pied sur la rue des Pins, vide, résonnant de particules de poussière dansant dans la lumière du soleil. Julie m'a accueilli sur la terrasse, un presse-papier dans une main, un mètre ruban dans l'autre. Elle portait un jean, des baskets et ce léger sourire pensif que je commençais à remarquer plus que je n'aurais dû. « Tu es en retard » a-t-elle taquiné. J'étais émotionnellement attaché à mon éponge, ai-je répondu. Elle a ri, un son doux et réel, et m'a fait signe d'entrer. Le travail n'était pas glamour. Nous avons déplacé des meubles d'un box de stockage dans la maison, aménagé un salon pour qu'il ait l'air juste assez désordonné pour donner l'impression d'être habité. Julie m'a demandé mon avis sur le placement des coussins et des cadres. J'ai plaisanté en disant que j'étais un expert amateur en feng shui. Elle a levé les yeux au ciel. En milieu d'après-midi, nous étions tous les deux assis sur le parquet, partageant une bouteille de thé glacé et riant de la fois où j'avais pris un bidet pour un lave-pied lors de vacances à Rome. Ça a giclé directement sur ma poitrine, dis-je en souriant. Elle s'est presque étouffée avec son thé. Oh mon Dieu, dis-moi qu'il y a une photo. Seulement dans mes cauchemars. Nous sommes restés assis comme ça un moment. Le travail était terminé, mais aucun de nous ne semblait pressé de partir. Il y avait une immobilité dans la maison qui ne semblait pas vide. Elle semblait méritée, comme si la paix prenait sa première respiration complète après avoir été retenue trop longtemps. Tu as l'air plus léger, dit-elle soudainement, me prenant au dépourvu. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Peut-être, ou peut-être que je suis juste moins surpris maintenant par les gens qui s'en vont. Julie a légèrement incliné la tête, me regardant. Parfois,
quand quelqu'un s'en va, cela fait de la place pour quelqu'un qui se tenait toujours tranquillement juste devant la porte. Ces mots se sont posés entre nous comme quelque chose de fragile. Nous ne nous sommes pas touchés, ne nous sommes pas rapprochés, mais sa présence m'a ancré d'une manière que celle de Raphaël n'avait jamais vraiment eue. Pas dans le calme, en tout cas. Nous avons chargé les dernières boîtes vides dans son coffre. Et avant que je puisse lui ouvrir la portière côté conducteur, elle s'est arrêtée. Tu sais, dit-elle, tu es doué pour ça. Pourquoi? Transporter des poufs? Non, sourit-elle. Être avec les gens, même quand tu souffres. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai simplement hoché la tête. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à cet après-midi. La façon dont elle m'avait regardé quand elle pensait que je ne la voyais pas. Le son de son rire, ni poli, ni forcé, juste libre. C'était la première fois en des semaines que je n'avais pas pensé à Raphaël. Pas une seule fois. Et cela, plus que tout, me rappelait que j'étais toujours là, toujours capable de reconstruire, même si je ne savais pas encore à quoi ressemblerait le plan. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point une maison vide peut être bruyante, surtout une maison encore pleine des affaires de quelqu'un d'autre. Raphaël avait laissé son livre d'art soigneusement empilé près de la fenêtre de la chambre, celui qu'elle prétendait toujours vouloir relire un jour. Son cardigan était toujours accroché au crochet près de l'entrée, sentant légèrement le shampoing à la noix de coco et cette huile de bergamote qu'elle utilisait chaque soir avant de se coucher. Je n'ai touché à rien de tout cela, je n'ai rien donné, je n'ai rien emballé. Au lieu de cela, j'ai commencé à collectionner. Chaque semaine, le courrier apportait plus que des factures et des prospectus. Il y avait des enveloppes marquées et confidentielles, portant le sceau du tribunal et le nom complet de Raphaël, toujours lié à cette adresse qu'elle n'avait pas pris la peine de changer. J'ai enregistré chacune d'entre elles, je les ai scannées, j'ai stocké les copies physiques dans un dossier que j'ai intitulé « Clôture ». Pas pour elle, mais pour moi. Je n'en ai ouvert aucune. C'était plus propre ainsi, comme mettre le couvert pour l'inévitable, puis le laisser tranquillement intact. La vie numérique de Raphaël continuait comme si de rien n'était. Photos de plage, cocktail, une photo floue de Bastien faisant semblant de griller quelque chose. Des légendes comme « Nouveau chapitre »,« Visage au soleil » et « Faites confiance au voyage ». J'avais arrêté de consulter son fil d'actualité, mais des amis m'envoyaient encore des captures d'écran. Non sollicités, bien sûr. Ils pensaient me rendre service, me montrer ce que je manquais. Mais la vérité, c'est qu'ils me montraient ce à quoi elle était aveugle. Le compte à rebours avait déjà commencé. Le tribunal n'allait pas attendre qu'elle revienne de sa petite saga de découverte de soi. Et ces lettres non ouvertes qui s'empilaient dans leur silence en étaient la preuve. Un après-midi, je me suis assis sur le bord de notre lit, feuilletant un catalogue qui était arrivé à l'adresse Étienne et Raphaël Bernard. J'ai arraché la couverture, je l'ai jetée, puis j'ai cherché dans le tiroir de mon bureau. La pile grandissante était là, soigneusement rangée, toute postdatée. Celle du dessus portait de l'encre rouge. Dernier avis. En bas, le micro-ondes a sonné, me ramenant à l'instant présent. Je suis allé à la cuisine, toujours pieds nus. Le carrelage était froid, plus froid que d'habitude, comme s'il se souvenait de plus de choses que moi. J'ai réchauffé des restes de curry, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à table. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas tendu. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je ne me suis pas demandé où était Raphaël ou ce qu'elle pourrait poster ensuite. J'ai juste mangé. La maison était calme, pas vide, pas hantée, juste calme. Et pendant qu'elle courait après le soleil, j'étais ici en train de préparer le crépuscule. Celui qui ferme les chapitres lentement, celui qui ne laisse aucune place au retour. Julie avait le don d'apparaître juste au moment où le silence commençait à s'épaissir. Ce mardi soir-là, la sonnette a retenti vers 18h. Pas d'avertissement, pas de texto. J'ai ouvert pour la trouver sur mon porche avec un cake fait maison, encore chaud dans son papier d'aluminium. Au potiron, dit-elle. Je me suis dit que l'air sentait l'octobre. Je me suis écarté sans un mot, la laissant entrer. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Pas de musique, pas de distraction, juste le doux tic-tac de l'horloge murale et le cliquetis occasionnel de son couteau à beurre contre l'assiette. Elle étalait sa tranche avec un soin appliqué, comme si l'acte lui-même était apaisant.
Alors, dit-elle finalement, me jetant un coup d'œil. Des nouvelles? Je savais ce qu'elle voulait dire. Raphaël? Non, répondis-je, mais tout avance. Elle a hoché la tête une fois et n'a pas insisté. Julie ne demandait jamais plus que ce que j'étais prêt à donner. Et pourtant, quelque chose flottait dans l'air entre nous, une proximité qui n'était pas née d'étincelles ou de flirt, mais de quelque chose de plus lent, de plus patient, une sorte de reconnaissance silencieuse. Elle s'est adossée à sa chaise, étudiant la vapeur qui montait de son thé. Tu as déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans ta vie de manière bruyante et éclatante comme des feux d'artifice, dit-elle, et d'autres s'assoient simplement à côté de toi et attendent que le bruit se calme. Sa voix était douce. Ni interrogatrice, ni insistante, juste observatrice. Oui, dis-je. Je le remarque maintenant. Il y eut une pause. Le genre de pause qui précède habituellement les confessions. J'ai pensé un bref instant que je pourrais tendre la main sur la table, prendre la sienne, lui dire à quel point le monde semblait moins déchiqueté quand elle était près de moi, comment mes pensées s'apaisaient quand elle parlait. Mais au lieu de cela, j'ai juste attrapé ma tasse et j'ai bu une gorgée. Parce que quelque chose en moi n'était pas encore prêt. Peut-être que c'était la partie qui traitait encore le poids de la trahison. Ou peut-être que c'était que Julie méritait plus qu'un homme à moitié guéri avec des documents judiciaires dans son tiroir. Elle n'en a plus parlé. Quand elle s'est levée pour partir, je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. L'air de la nuit était frais, mais pas froid, vif, comme les pages d'un livre fraîchement ouvert. Elle s'est retournée sur le seuil, les mains dans les poches de son manteau. « Je sais que tu n'es pas prête, dit-elle en me regardant dans les yeux. Et je ne suis pas là pour te presser. J'ai dégluti, la gorge serrée. Mais juste pour que tu saches, continua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne pars pas. Elle a souri, un sourire doux, non forcé, et a descendu le chemin vers sa voiture. Je suis resté là longtemps après son départ, sans bouger, sans penser, juste en ressentant. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. La maison était silencieuse, et pas de la manière solitaire d'avant, plutôt comme si elle retenait son souffle. Julie était devenue une constante, comme la lumière du soleil qui rampe sur le sol chaque matin. Lente, fiable, réconfortante. Et bien que je n'ai pas encore pleinement pénétré dans cette chaleur, je ne m'en cachais plus non plus. Cela a commencé par un texto d'André, de toutes les personnes possibles, un ami commun que nous n'avions pas vu depuis des mois. L'ancien copain de fac de Raphaël devenu invité occasionnel au barbecue. Salut, je prends des nouvelles. C'est vrai ce que j'ai entendu sur toi et une nouvelle personne? Pas de ponctuation, pas d'émoticône, juste assez vague pour être un appât. J'ai fixé l'écran pendant une minute entière avant de répondre. Ça dépend de ce que tu as entendu. Il en est resté là. Typique d'André, le genre de gars qui voulait juste agiter l'eau pour voir ce qui pourrait remonter à la surface. Je n'ai pas répondu à nouveau, mais je savais que cela signifiait que quelque chose lui était parvenu. Une rumeur, un murmure, un courant changeant. Et je savais exactement où cette rumeur atterrirait. Droit dans l'illusion bien entretenue de Raphaël que je l'attendais toujours. Elle ne m'avait pas bloqué. Elle n'avait pas non plus envoyé de message. Mais quand j'ai vérifié à nouveau sa page, juste une fois par curiosité morbide, j'ai remarqué un schéma. Les photos de plage étaient toujours là, mais pas de nouveaux visages. Bastien avait disparu. Ces légendes, autrefois débordantes d'émojis et de hashtags de voyage, s'étaient réduites à des lignes génériques. Ciel nuageux, je prends le temps de réfléchir. Même la couleur de ces photos avait changé, des tons atténués, plus froids, moins de contraste. C'est le problème avec les gens qui recherchent l'attention. Ils ne savent pas comment rester en silence. Et le silence était tout ce que je lui donnais. À la fin de la semaine, j'avais reçu 2 autres messages de connaissances que nous avions l'habitude de voir au vernissage et aux fêtes de fin d'année. J'ai entendu dire que tu es de nouveau sur pied. Tant mieux pour toi, mec. J'ai croisé Julie à une visite. Elle est adorable. Vous allez bien ensemble. Je n'ai répondu à aucun des deux, mais je savais que Raphaël l'entendrait. Je connaissais bien son cercle. Des gens qui prétendaient ne pas faire de commérage tout en faisant circuler les informations comme des jetons de poker. Et pourtant, elle ne m'a pas contacté. Cette partie m'a piqué plus que je ne l'aurais cru.
Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Qu'elle rentrerait à la maison dans un élan de regret. Qu'elle essaierait de s'excuser ou au moins de demander des éclaircissements. Mais il n'y avait rien, juste le silence, qui ironiquement était le mien au départ. Un soir, en sortant pour aller à la boîte aux lettres, j'ai vu notre voisine, Madame Leclerc, arroser son jardin. Elle m'a fait signe comme toujours, puis a hésité. J'ai entendu parler du divorce, dit-elle doucement. Son arrosoir s'est arrêté en plein versement. J'ai hoché la tête. Ça a été un processus. Eh bien, dit-elle avec un gentil sourire. Vous avez l'air plus vivant ces derniers temps. Parfois, les choses s'effondrent pour que de meilleures choses puissent grandir. Je l'ai remercié et je suis rentré à la maison, ces mots résonnant plus qu'ils n'auraient dû. À l'intérieur, j'ai ouvert la boîte aux lettres. 2 autres lettres adressées à Raphaël, toutes 2 marquées urgent. Je les ai empilées avec les autres. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon, les lumières éteintes, les papiers du tribunal à côté de moi, et le silence de Raphaël comme un fantôme dans la pièce, et j'ai réalisé quelque chose. Elle pensait que je m'effondrerais. Elle pensait que mon calme était une faiblesse. Mais chaque enveloppe non ouverte dans ce tiroir était une graine. Et quand tout lui parviendrait enfin, ce ne serait pas une confrontation. Ce serait un règlement de compte. Il pleuvait le matin où j'ai finalisé mon divorce. Pas le genre dramatique, pas de tonnerre, pas de vent, juste une bruine régulière qui peignait la ville en gris et brouillait le pare-brise d'une manière qui rendait tout légèrement irréel. Je me suis garé à un pâté de maison du palais de justice, j'ai pris le parapluie du siège passager et j'ai marché seul vers l'entrée. Pas de journaliste, pas de dispute criarde, juste moi vêtu d'un costume bleu marine que je n'avais pas porté depuis ma dernière évaluation de promotion, tenant un dossier qui aurait pu passer pour un curriculum vitae, si quelqu'un s'était donné la peine de regarder. À l'intérieur, les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Les bancs étaient peu remplis, 2 femmes âgées murmurant à propos du testament de quelqu'un, un homme tapotant sur son téléphone, une jeune femme pliant et dépliant nerveusement un mouchoir. Mon avocat, Maître Corbin, était déjà assis dans le couloir de la chambre. Il a levé les yeux, m'a fait un signe de tête. Prêt ? Finissons, ai-je dit. Nous sommes entrés ensemble dans la salle d'audience. Ce n'était pas une grande chambre comme dans les films, juste une pièce simple avec des lambris en bois et un peu trop de chaises. Le juge a brièvement examiné le dossier, a posé quelques questions de procédure à Maître Corbin, puis s'est tourné vers moi. Monsieur Bernard, votre épouse a bien reçu la requête initiale, n'est-ce pas? Oui, et elle n'a répondu à aucune notification du tribunal ni ne s'est présentée aujourd'hui. Elle est en voyage. Le juge a hoché la tête, impassible. Très bien. Sur la base des documents fournis, et en l'absence de contestation, je prononce un jugement par défaut. C'était tout. Pas de coup de marteau, pas de pause dramatique, juste un clic de stylo, une signature, un chapitre clos en silence. Maître Corbin s'est levé, a rassemblé les papiers avec une efficacité bien rodée et s'est tourné vers moi alors que nous sortions de la pièce. Vous êtes officiellement divorcé. Les mots semblaient légers, comme de la cendre, quelque chose qui brûlait autrefois, maintenant froid. Je suis sorti sous la fine bruine et j'ai levé les yeux vers le ciel nuageux. Pas de symbolisme, pas de rayon de soleil soudain, juste la liberté. Et pas le genre de liberté que Raphaël avait poursuivi à travers les aéroports et les océans. Cette liberté est venue avec le calme, avec la propriété, avec la simple vérité qu'elle ne pouvait plus me toucher. Ni légalement, ni émotionnellement. Plus tard dans la soirée, je me suis assis sur ma terrasse avec un verre de quelque chose de fort. La pluie avait cessé, mais la rue brillait encore. Une voiture est passée lentement, les phares balayant le trottoir comme un projecteur. Je n'ai envoyé de texto à personne, je ne l'ai pas annoncé, mais je savais que le silence l'atteindrait. À un moment donné, dans quelques jours, peut-être des semaines, Raphaël vérifierait sa boîte aux lettres où qu'elle soit. Elle verrait le dernier avis, la date manquée, le jugement rendu sans elle. Elle réaliserait que la porte qu'elle pensait être entr'ouverte avait été scellée, et je n'aurais pas besoin de dire un mot. Car quand quelqu'un construit son identité sur le contrôle, ce qui le brise n'est pas la confrontation. C'est d'être sans importance. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas d'appel frénétique d'un numéro bloqué, pas de message vocal larmoyant depuis un balcon tropical.
Raphaël n'est pas réapparu avec des joues tachées de mascara ou des mains tremblantes implorant une autre chance. Au lieu de cela, cela a commencé avec son fil d'actualité sociale. Non pas que je le consultais souvent, mais parfois, quand l'insomnie s'installait et que le silence devenait un peu trop pesant, je faisais défiler. Et c'est là que je l'ai remarqué. Les couleurs avaient disparu. Pas littéralement, les filtres faisaient toujours de leur mieux, mais il manquait quelque chose en dessous. L'énergie, le ton, les photos étaient devenues fades. Là où il y avait autrefois des instantanés de rire, de cocktails, de brunch en bord de mer avec des légendes bohèmes, il y avait maintenant des horizons atténués, une publication de citations occasionnelles et plus de quelques selfies qui donnaient l'impression qu'elle essayait trop fort de ne pas avoir l'air d'essayer. Bastien était parti, supprimé sans cérémonie. Pas une seule trace. Ces légendes étaient plus courtes maintenant. Immobilité. Tous les voyages ne se terminent pas là où on le pense. Certaines leçons font mal. Cryptique. Vide. Le genre de choses que les gens publient lorsqu'ils essaient de paraître sages, mais ne savent pas encore quelle est la leçon. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me sentais juste distant, comme si je regardais le soleil se coucher derrière un endroit où je ne vivais plus. Je n'avais rien posté moi-même depuis des mois. Il n'y avait pas de compétition, pas de contre-récit à promouvoir. Je ne paradais pas avec Julie, je ne laissais pas entrevoir une transformation. Je vivais, tout simplement. Et c'est peut-être ce qui l'a déstabilisé le plus, car Raphaël vivait pour la performance. Et sans que je la regarde, les projecteurs devaient sembler froids. Un soir, j'ai reçu un message d'une vieille amie commune, Caroline. Nous n'étions pas proches, mais elle était toujours celle qui naviguait entre les cercles, gardant un œil sur tout sans jamais paraître indiscrète. J'ai vu Raphaël hier, elle avait l'air mal en point, elle a demandé de tes nouvelles, n'a pas dit grand-chose. Je pensais juste que tu voudrais savoir. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fixé ces mots pendant longtemps. Avait l'air mal en point, a demandé de tes nouvelles, n'a pas dit grand-chose. C'était logique. Elle n'avait pas vu la chute venir parce qu'elle n'avait jamais cru que je lâcherais prise. Elle pensait que le silence était une soumission, que le manque de réaction signifiait que j'étais toujours bloqué. Mais le silence avait été ma stratégie, pas ma sentence. Et maintenant, elle commençait à comprendre à quel point elle était à la traîne. Plus tard cette semaine-là, en passant dans le couloir d'entrée, j'ai aperçu son manteau, toujours accroché au crochet mural où elle l'avait laissé. Pendant une seconde, j'ai tendu la main vers lui. Puis je me suis arrêté parce qu'il ne lui appartenait plus. Il appartenait à la version d'elle que j'avais dépassée, celle qui pensait que j'attendrais toujours. Mais ce n'était plus le cas. Plus maintenant. Le silence régnait lorsque Julie est arrivée. Un silence délibéré. Le genre de silence qui s'installe dans une pièce lorsque quelque chose d'important est sur le point d'être dit, mais que personne ne sait qui doit commencer. Elle tenait une bouteille de champagne dans une main et un sac en papier dans l'autre. J'ai apporté une tarte, dit-elle en le soulevant légèrement. Parce qu'apparemment, je ne peux pas venir sans pâtisserie. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Tu crées un dangereux précédent. Elle a souri, mais il y avait quelque chose derrière ce sourire. Une lueur d'incertitude. Elle savait ce que cette journée signifiait. C'était le premier jour où je me réveillais officiellement divorcé. Plus de grandes attentes, plus de grands cours de traitement, juste un document signé et scellé et un nom sur la ligne qui n'appartenait plus à Raphaël. La maison semblait différente. Pas plus propre, pas plus vide, juste rééquilibrée, comme si les meubles avaient enfin cessé de bouger sous mes pieds. Nous nous sommes assis dans le salon, le champagne entre nous, les flûtes intactes pendant un moment. Elle a regardé autour d'elle. Tu as déplacé la table basse. J'ai jeté un coup d'œil. Elle est décentrée maintenant. Je crois que je l'aime comme ça. Julie a hoché la tête lentement. Parfois, la symétrie est surfaite. Nous n'avons pas parlé de Raphaël. Pas directement, mais l'absence d'elle, de tout ce poids, remplissait la pièce comme un parfum récemment disparu. Finalement, je nous ai versé à chacun un verre. À quelque chose, dis-je en levant le mien sans cérémonie. À tout ce qui viendra ensuite, a-t-elle répondu. Nous avons bu en silence. Ce n'était pas romantique. Pas encore, mais c'était chaleureux, sûr, mérité.
Après que la tarte ait été à moitié mangée et que le ciel extérieur soit devenu bleu marine, Julie s'est adossée au coussin du canapé et m'a étudié pendant un long moment. Tu sais, dit-elle doucement. Quand Marc m'a dit que toi et Raphaël vous vous étiez séparés, je ne pensais pas. Je veux dire, je ne m'attendais pas à passer du temps ici avec toi comme ça. Moi non plus, ai-je admis. Elle a incliné la tête, mais je suis contente de l'avoir fait. Il y avait quelque chose dans ses yeux à ce moment-là, quelque chose qui ne demandait pas plus que ce que je pouvais donner, mais qui me faisait savoir qu'elle resterait si je tendais la main vers elle. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mais je n'ai pas non plus reculé. Moi aussi, dis-je. Elle s'est levée un peu plus tard, a rassemblé ses affaires, et je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle a hésité sur le porche, me regardant comme si elle voulait dire plus. Au lieu de cela, elle s'est simplement penchée et a déposé un doux baiser sur ma joue, sans s'attarder, sans attente, juste avec gentillesse. À bientôt, dit-elle, puis elle s'est retournée et a marché dans la nuit. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, l'air frais caressant ma peau, le goût du champagne encore sur ma langue. La maison était chaude derrière moi, mais quelque chose me disait que cette chaleur n'était plus seulement dans les murs. Elle était dans l'absence de ce qui était et dans la présence de ce qui pourrait être. C'est arrivé un mardi, en fin d'après-midi, le soleil projetant de longues lignes ambrées sur le carrelage de la cuisine. Je versais le reste du champagne dans 2 verres, Julie à côté de moi. Son rire encore doux d'une blague que je me souviens à peine avoir racontée. La maison semblait différente maintenant. Pas dans sa disposition, mais dans son énergie. C'était de nouveau un foyer. Puis on a frappé à la porte. Un coup sec, pas hésitant. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je savais déjà. Julie m'a jeté un coup d'œil, sentant le changement. J'ai fait un signe de tête vers le couloir. Je m'en occupe. Raphaël se tenait sur le seuil, les bras croisés, des lunettes de soleil sur la tête, même si le soleil se couchait derrière elle. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, juste assez pour commencer à parler, mais pas assez pour être sûre de ce qu'elle allait dire. Elle avait l'air effrayée, pas débraillée, pas échevelée, but fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Derrière elle, la brise du soir faisait bruire les arbres. Derrière moi, Julie attendait tranquillement dans la cuisine, sachant qu'il ne fallait pas interrompre. Les yeux de Raphaël ont balayé l'intérieur au-delà de moi, comme si elle s'attendait à trouver son manteau toujours sur le crochet, sa tasse toujours sur le comptoir, son nom toujours dans l'air. Mais cet endroit ne faisait plus de place aux fantômes. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» demanda-t-elle, la voix basse et froide. Je viens de rentrer et j'ai trouvé ça. Elle a brandi une liasse de notifications du tribunal, froissée, non ouverte, envoyée des semaines auparavant. Ma pile. Je me suis écarté, je suis allé au tiroir à côté des escaliers et j'ai sorti le reste. 37 courriers, chacun portant son nom, chacun n'ayant pas été touché par sa main jusqu'à maintenant. Je les lui ai tendus en silence, ses doigts se sont refermés sur la pile, et je l'ai regardé parcourir la première lettre. Pendant qu'elle lisait, son expression s'est effritée, une fissure à la fois. Tu as demandé le divorce, a-t-elle murmuré. Il y a des semaines, ai-je répondu calmement. Jugement par défaut. C'est finalisé. Non, dit-elle en secouant lentement la tête, comme si les papiers allaient se réorganiser si elle les niait assez longtemps. Non, ce n'est pas comme ça que ça se termine. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est déjà terminé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a réessayé. Tu n'as pas appelé. Tu ne m'as pas prévenu. Tu m'as dit de faire confiance au voyage, dis-je en reculant légèrement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le mien. Elle a regardé de nouveau au-delà de moi, vers la cuisine. Elle est là, Julie ? Je n'ai pas répondu. Le silence lui a tout dit. La mâchoire de Raphaël s'est crispée, un feu familier s'allumant derrière ses yeux. Mais cette fois, ça ne m'a pas fait peur. Cette fois, sa rage n'était qu'une allumette sans combustible. Tu m'as attendu, dit-elle amèrement. Tu avais dit que tu le ferais. Je l'ai fait, ai-je répondu d'un ton égal. Et pendant que j'attendais, j'ai réalisé quelque chose. Je n'espérais pas que tu reviennes. J'espérais oublier la version de moi qui a un jour voulu que tu le fasses. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflée avec des mots qu'elle ne savait pas que j'avais.
Et puis je me suis approché. Pas en colère, pas cruel. Juste fini. Peut-être que tu veux essayer avec quelqu'un d'autre, dis-je en faisant un signe de tête vers la rue où sa voiture tournait au ralenti. Parce que ce n'est plus ta maison. Raphaël me fixait, les papiers dans sa main, tremblant maintenant. Sa voix, quand elle est finalement sortie, était faible. Tu t'en fiches vraiment? Je m'en souciais, dis-je. Et j'ai organisé des funérailles pour ce souci. Elle n'a pas pleuré. Raphaël ne pleurait jamais quand les gens regardaient. Elle a juste hoché la tête une fois, s'est retournée sans un autre mot et a descendu les marches. La porte s'est refermée derrière elle avec le clic le plus doux que j'ai jamais entendu. Pas de claquement, pas de drame, juste la finalité. De retour dans la cuisine, Julie tenait toujours les 2 verres. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a juste tendu le mien. Au nouveau plan, dit-elle doucement. Pour enfin construire quelque chose qui dure, et nous les avons entrechoqués en silence. Parce que parfois,